Yo yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de mes films préférés de 2024. Alors, je trouve que ça n'a pas été forcément une année fameuse en termes de cinéma. Je trouve qu'il y a quand même plein de films qui ont été un peu décevants. Ça a été un peu dur pour moi de faire un top 10 global comparé à peut-être l'année dernière par exemple, ou même l'année d'avant. Alors, avant de passer au top, je vais vous parler un peu de comment moi je le construis. Déjà, il n'y a pas de numéro, on peut à peu près mettre les films dans l'ordre qu'on veut, parce qu'en fait, c'est pas si important que ça. J'ai quand même un top 1, mon film préféré de l'année, et j'ai en général une petite tradition où le premier film dont je parle, c'est toujours un film un peu troll qui a rien à faire dans un top des meilleurs films de l'année. C'est surtout que je suis très fan de films d'action, donc voilà, en général, je mets toujours mon film d'action de l'année. Là, en l'occurrence, le premier film dont je vais parler, c'est tout sauf un film troll. C'est quand même le film d'action de l'année pour moi, mais en vrai, je l'aurais quand même mis dans mon top 10 dans tous les cas, parce que je trouve que c'est un film incroyable, et c'est City of Darkness de Tsui Cheng, un film hongkongais qui est absolument incroyable dans la volonté et aussi dans le respect qu'il a du cinéma dont il parle. Parce que City of Darkness, c'est beaucoup de choses. C'est déjà un film réalisé par Tsui Cheng, un gars dont j'avais déjà mis l'année dernière son film dans mon top qui était Limbo, un gars qui a fait un autre film qui s'appelle Mad Fate, qui est sorti l'année dernière à Hong Kong, mais qui nous est sorti cette année en France. Et si je dis pas de bêtises, en juillet on a eu Mad Fate et en août on a eu City of Darkness. Alors on a eu un peu de double ration. Malheureusement j'ai pas eu le temps de voir Mad Fate, mais Limbo est un film que je trouve incroyable et que je vous recommande de voir. Et avec City of Darkness, il prend vraiment une autre dimension, Tsui Cheng. Parce que déjà dans son film, il te prend des légendes du cinéma, il te prend Louis Ko, il te prend Sammo Hung, et puis il te fait un film qui est une lettre d'amour absolue au cinéma de kung-fu hongkongais. Et ce qui est d'ailleurs, je trouve hyper bien, c'est qu'il le fait à sa manière. Parce que déjà avec Limbo, et même si j'ai pas vu Mad Fate, c'est quand même aussi une histoire un peu sale, etc. Limbo était lui-même un film un peu sale. Et cette lettre d'amour au cinéma de kung-fu, il te le fait aussi dans son univers à lui de saleté, et il te le met dans Kowloon, qui est du coup l'endroit le plus ghetto de Hong Kong, où il y a tous les gangs, où c'est hyper dangereux, etc. C'est aussi un endroit où on dit que la lumière ne passe pas, c'est littéralement l'enfer et les ténèbres là-bas. Il y a tout cet aspect sale de cet univers-là qu'il met dans sa lettre d'amour du cinéma de kung-fu. Le film est jouissif au possible, les scènes d'action sont absolument géniales, et puis voilà, Louis Ko est génial, Sammo Hung est génial, le personnage principal et tous ceux qui gravitent autour sont géniaux aussi. Je parle déjà beaucoup trop du film. Regardez absolument City of Darkness. C'est un film génial, une lettre d'amour au cinéma de kung-fu et au cinéma hongkongais. Et sur cette chaîne, c'est tout ce qu'on aime. Le prochain film dont on va parler, c'est Conclave de Edward Berger, un film américano-anglais, un film que je trouve magistralement mis en scène. Alors, il est globalement très bien écrit aussi, mais moi, ce qui m'a vraiment choqué dans ce film, c'est sa mise en scène. Déjà d'une, et le deuxième truc, c'est Ralph Fiennes, mais ça, je viendrai après. Alors, parfois, peut-être que Edward Berger comprend un peu trop qu'il est conscient de ce qu'il fait, mais c'est tellement intelligent, c'est tellement bien fait. Il y a aussi cet aspect où il sait toujours où placer sa caméra, par exemple la poser au-dessus de Ralph Fiennes. C'est presque une épée de Damoclès. On ressent par la mise en scène ce que ressent Ralph Fiennes. Au-delà du fait que évidemment il se sert hyper bien des décors, que ce soit pour surcadrer les gens, soit pour faire aussi d'ailleurs parfois des plans juste purement esthétiques qui n'arrivent jamais comme ça un peu gratuitement. Le film il est tellement beau, il est vraiment, la lumière elle est très jolie, c'est un film qui est très pur, et donc du coup les moments où il devient esthétisé, il arrive toujours à jamais les rendre esthétisant. Et ça, c'est génial, je trouve. En plus du fait que c'est un film quand même où ça parle beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se jouent, et même par la caméra, il va jouer de ça. S'il y a un personnage qui a un peu plus de pression, il va peut-être mettre la caméra sur son épaule, comme si on était juste derrière lui en train de ressentir ce qu'il ressent avec sa pression. Si c'est des gens qui ne s'écoutent pas parler, il va filmer, en tout cas au montage, la personne dans le flou, c'est elle qui va parler, et on va mettre net la personne qui l'écoute. Et ensuite, quand il va faire le contre-champ, il va faire la même chose. Comme si justement ces deux personnages-là ne s'écoutaient plus. Enfin bref, il y a des idées de mise en scène qui sont vraiment génialissimes dans ce film. Tout va de pair, ce qu'il montre et ce qu'il raconte. Que ce soit l'univers, donc cet endroit très traditionnel, avec toute cette manière très précise de faire les choses, etc. Avec en même temps le jeu des acteurs et en même temps la mise en scène, quoi. Le rôle de Ralph Fiennes est absolument incroyable. Alors je trouve que globalement les acteurs tuent, tous autant qu'ils sont, mais Ralph Fiennes, il a une retenue constante dans le film que je trouve
trouve mais magistrale. Sa manière de jouer, elle est folle. Je trouve qu'il y a des petits moments où, pareil aussi en termes de mise en scène, c'est hyper intelligent, et même en termes de montage, où quand ils finissent de parler, il va te laisser la caméra sur Ralph Fiennes, et puis en fait tu vas avoir ce truc là où d'un seul coup sa posture de cardinal, d'un seul coup s'effrite et on voit l'humain. Bref, c'est hyper intelligent, c'est tellement bien joué. Le seul petit bémol que je mettrais, c'est la fin, mais le problème que j'ai, c'est que je trouve qu'on comprend déjà pendant tout le film le message qu'il essaye d'amener. Donc en fait je trouve que ce dernier truc, même si apparemment ça appartient au livre, ça arrive comme ça, c'est un peu comme un cheveu sur la soupe, mis à part ça, encore une fois je trouve que c'est une mise en scène absolument incroyable. Allez voir le film, c'est de la bombe. Certainty. If there was only certainty and no doubt, there would be no mystery. And therefore no need for faith. Le prochain film dont on va parler, c'est Furiosa de George Miller. Alors, c'est marrant parce que il fut une année où Mad Max Fury Road était sorti et je l'avais, je crois, pas mis dans mon top. J'avais trouvé ça très cool, mais il me manquait un peu quelque chose. Et là, je mets Furiosa pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que aussi, je trouve que Furiosa montre les défauts et en même temps les qualités de Fury Road. Je vais d'ailleurs commencer par là. Je trouve que Furiosa est un film beaucoup mieux écrit que Fury Road. D'ailleurs, je trouve qu'il est juste écrit en fait là où Fury Road l'est presque pas, dans mon opinion en tout cas. Là où justement, moi ce qui m'a beaucoup dérangé dans Furiosa au tout début, et je me suis dit oh putain merde ça va peut-être être un peu dur, c'est la mise en scène mais surtout les CGI. Putain mais qu'est-ce que ça jure. Le film il a tendance parfois à être sacrément moche et je trouve ça trop dommage, surtout quand tu fais un film qui est de la saga Mad Max qui vient après Furiosa, après Fury Road, et tu fais un film qui est plein de CGI là où justement Fury Road était l'inverse. Je trouve aussi que Furiosa est un peu moins inspiré en termes de mise en scène du coup que Fury Road, mais par contre tout le reste c'est génial. Moi Furiosa il m'a fait un truc, c'est que quand le film s'est terminé, je voulais encore voir un film le lendemain dans l'univers de Furiosa. C'est à ce point là que je me suis dit ah putain merde, le film en fait il est incroyable et j'ai adoré le film, c'est que t'as envie de retourner dans l'univers en fait. Je trouve que Anna Taylor-Joy est géniale dans le film et celui qui évidemment élève le film pour moi c'est Chris Hemsworth. Il est incroyable, c'est littéralement l'anti-Thor et c'est tellement une idée de casting intelligente et intéressante. En plus de ça, il joue hyper bien et il arrive justement à amener ce ton si particulier au film qui le rend assez unique. Donc voilà, je vais pas trop ébiloquer sur Furiosa, je crois qu'il a malheureusement un peu fait un bide. Donc si vous avez loupé Furiosa, franchement, regardez-le, c'est génial. Le prochain film dont on va parler, c'est Il reste encore demain de Paola Cortellesi, un film italien, un film que je trouve absolument dingue, que j'ai adoré. Alors c'est clairement un film qui me touche particulièrement parce que il y a à peu près 2 ans, je me suis vraiment plongé dans le cinéma italien. D'ailleurs, je voulais en faire une vidéo que finalement j'ai toujours pas faite parce que fallait que je vois encore d'autres films, etc. Tout ça pour dire que, bah du coup, en me plongeant dedans, je suis tombé amoureux de ce cinéma et Il reste encore demain est littéralement une lettre d'amour lui aussi, comme Les City of Darkness, je trouve, au cinéma italien. Parce que ce film-là invoque le néoréalisme, il invoque Rossellini, comme il invoque aussi d'autres films, comme Divorce à l'italienne, de Pietro Germi, ou que ce soit d'ailleurs la comédie italienne en général. C'est un film qui se permet tellement de choses. En fait, c'est simple, je trouve que c'est le film le plus libre de cette sélection. Le film est plutôt normal, et puis il va se passer un truc, et tu regardes, je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, là. Pourquoi d'un seul coup il fait ça? Et ça marche bien. C'est un film de pur cinéma. C'est aussi un film magnifique. Franchement, le noir et blanc est super beau. Il y a des scènes absolument géniales dans le film. Je vous le conseille intimement, vraiment. Je pense que c'est pas forcément un film que beaucoup de gens ont peut-être vu. Peut-être que je me trompe. Apparemment, ça a été un immense succès en Italie. Avec des acteurs aussi, j'en ai pas parlé, incroyables de bout en bout. Et ce qui est fou aussi, c'est qu'en plus de ça, c'est un premier film d'une actrice et qu'elle joue elle-même le rôle principal dedans. La meuf, elle est en train de devenir Clint Eastwood. Mais pour une première réalisation, et en plus de ça, tu joues dans ton propre film. Franchement, chapeau. Se può sapere perché questo al primo giorno via più di me? Quello è uomo, no? Alla fine dei conti, lei è una brava donna di casa. E che me leva dalle mani. Non gli puoi meno sempre. Se non si abitua. Una.
ma forte. Et en parlant de Clint Eastwood, la transition est toute faite parce que le prochain film c'est Juré numéro 2 de Clint Eastwood, un film que je trouve hyper intéressant et aussi super intelligent dans son écriture et dans sa mise en scène, mais en fait de la manière dont il va aborder le film de procès. Parce qu'évidemment le film de procès est un genre qui a été beaucoup fait dans le cinéma américain. Il y a des gens comme Sidney Lumet qui en ont fait leur force, et c'est toujours un peu dur je trouve de passer derrière quelqu'un comme Sidney Lumet, et il y en a d'autres, des grands noms comme Otto Preminger avec Autopsie d'un meurtre, et c'est parfois un peu dur de faire face à ces monstres. Là j'adore le fait que Clint Eastwood tord un peu le genre, c'est hyper bien amené, c'est évidemment très bien joué, etc. Parce que la mise en scène elle est intéressante parce qu'elle s'efface derrière son sujet, mais sinon au-delà de ça, putain, Clint Eastwood, 94 ans, et le mec arrive encore à te pondre des films comme ça. Je trouve que c'est peut-être l'un des mecs, ça paraît fou ce que je vais dire, mais c'est un des mecs je trouve les plus sous-cotés aujourd'hui, parce qu'on parle très rarement de Clint Eastwood, on parle tout le temps de Spielberg, de Scorsese, c'est des noms qui ressortent énormément, mais Clint Eastwood on en parle quand il sort un nouveau film. Et putain, mais le mec il continue de sortir des bangers, et en plus de ça il continue de sortir des films qui questionnent même son propre patriotisme à lui, comme American Sniper, ou là la justice en tant que telle. Qu'est-ce que c'est? Alors le petit bémol c'est que je trouve que la lumière elle est peut-être pas assez travaillée, il y a quelque chose d'un peu trop télévisuel dans la lumière du film, que je trouve un tout petit peu dommage, mais sinon c'est un film qui a au moins la volonté de mettre un nouveau souffle dans un genre, et franchement, respect. Let me just ask you one thing. Did you guys ever look at any other suspect? You know what to do. Le prochain film, c'est Anora, la Palme d'Or de Sean Baker, film que je trouve hyper intéressant sur tellement d'aspects. Dans ce film, Sean Baker, il arrive toujours à te faire croire en quelque chose et à aller dans l'autre sens. Et pour moi, l'exemple parfait, c'est évidemment la scène du milieu du film. Alors, je vais pas spoil, celle où ça part un peu en cacahuète. Le fait qu'il nous prenne à contre-pied, c'est génial, mais en plus de ça, il le fait super bien. Le film, il a une espèce de drôlerie tout le temps, malgré la gravité de ce qui peut se passer parfois. Il juge jamais ses personnages, mais il te les montre vraiment comme ils sont. L'écriture de chacun des personnages, que ce soit évidemment d'Anora, mais surtout celui qui joue Igor, l'écriture d'Igor, elle est tellement fine, et elle est aussi hyper bien amenée. D'ailleurs, le casting aussi, je le trouve très bien. L'acteur, il arrive à jouer cette dualité et cette pression très bien. Je trouve aussi que la fin, elle est hyper intelligente parce qu'elle est bouleversante. En fait, tout est raconté dans ce dernier plan. Le petit bémol que je mettrais au film, c'est que je le trouve un peu long. Je pense pas qu'il aurait mérité de durer 2h30. Il y a des scènes même la scène du milieu que je trouve géniale dont je parlais, elle est au bout d'un moment un peu trop longue. On a compris ce que tu voulais faire, là où tu voulais aller, et il y a 2-3 scènes comme ça dans le film où t'as envie que ça dure un peu moins longtemps parce que on a compris en fait. Aussi d'ailleurs, moi j'ai toujours énormément de respect pour les acteurs actrices qui se donnent autant physiquement pour un film, et là ils le font tous, surtout évidemment Anora, et surtout je trouve que c'est un film qui n'a pas peur de filmer ce qu'il raconte. Il y a un film que je n'ai pas mis dans le top, je vais en parler là, je le mettrai peut-être dans un autre top, qui s'appelle Santosh, qui est un film que je trouve vraiment cool, mais ce qui m'a dérangé en partie dans le film, c'est que je trouve au bout d'un moment, la réalisatrice n'osait pas montrer ce qu'elle racontait. Et le hors-champ, c'est bien beau, mais toutes les scènes ne sont pas la scène de Scarface dans la salle de bain. Il y a des scènes qui méritent qu'on montre ce que tu es en train de décrire, et je trouve que Anora n'hésite pas à te montrer ce qu'il décrit. Et que du coup, ça ajoute au fait qu'on est plongé dans l'univers, qu'on est plongé dans ce qu'il raconte, qu'on est plongé dans sa violence, comme aussi dans son burlesque à certains niveaux. Mais en tout cas, c'est un super film, et si vous l'avez raté, bah franchement, jetez-vous dessus. I like Anora. It's a good name. Maintenant, direction le Japon pour Le mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi. Probablement le film qui m'a le plus trituré le cerveau. Je me suis posé plein de questions. Qu'est-ce que c'était que ce film? Pourquoi? Est-ce que j'aime pas? Et c'est en même temps probablement l'un des films qui m'a le plus marqué cette année. Parce que quel film de fou! Et en fait, plus je parlais de ce film, pourquoi à la fin? Pourquoi il fait ça? Pourquoi si? Et qu'on échangeait nos opinions. Je me souviens d'un souvenir très simple. J'étais au foot avec un pote, et avant de jouer, on parlait du film. Et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est quoi? J'aime ce film. Et en fait, c'est ça pour moi aussi, le cinéma parfois. Ce film, il te donne envie d'échanger, il te donne envie de parler. Et rien que pour ça, je trouve ce film génial. Voilà. Et pourtant, c'était pas gagné, hein, parce que même si j'ai adoré absolument Drive My Car, j'avais vu son film d'après, dont j'ai oublié le nom, je mettrai au montage, qui était 3 courts-métrages enchaînés. J'avais détesté. En fait, j'ai très peur avec Ryusuke Hamaguchi. Dans quel film je vais aller? Est-ce que je vais aller dans le film dont je viens de vous parler, ou est-ce que ça va être Drive My Car? Et c'était pas gagné, Le mal n'existe pas, parce que la manière
manière dont il commence, j'étais en mode ah putain non, on va être dans ce genre de truc. Ok, c'est extrêmement lent, ça prend trop son temps. Je parlais avec quelqu'un qui me disait ouais mais est-ce que justement le fait qu'il prenne pas autant son temps, justement il te raconte quelque chose? Oui, mais je pense personnellement que les 15 minutes du début là qui te prend, tu peux le faire en 7-8 et tu racontes la même chose. Et surtout moi je trouve que le génie de Ryusuke Hamaguchi, c'est quand il fait parler ses personnages. Dans Drive My Car, les scènes les plus géniales, c'est justement quand ils parlent tous, t'as un peu d'humour, t'as un peu de ci, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Et surtout tu comprends un peu tous les personnages. Il y a quelque chose de très social dans son cinéma que je n'arrive pas totalement à expliquer, qui quand il fait parler ses personnages, ça devient génial. Et c'est pareil dans Le Mal n'existe pas. Et quand t'as ces deux personnages-là pour défendre ce projet-là devant les habitants du village, bah toute cette réunion-là où ils essaient de défendre le projet, où après t'as un question-réponse, la scène, elle est génialissime. C'est incroyable. Et je me suis dit, putain, mais voilà, c'est là où j'adore Hamaguchi. Mais en même temps, avec sa caméra, il a toujours des vraies idées de mise en scène. Où pendant le film, en fait, tu regardes, je fais, ah le bâtard. Tout le film, évidemment, t'amène à cette fin un peu what the fuck. What the fuck, oui et non, mais en fait, elle est what the fuck parce que surtout, on se demande qu'est-ce qui vient de se passer. Pourquoi? Comment? Alors, je vais pas parler de la fin, je vais pas spoil, mais je trouve qu'il y a des choses hyper intéressantes autour de ce que le film raconte et ce qu'il veut te raconter et surtout comment il te le raconte. Je suis parti voir aussi la traduction du titre original parce que je trouvais que pour ce film-là, c'était hyper important et c'est le même, c'est Le Mal n'existe pas. Et moi, mon pote justement au foot m'a dit un truc qui pour lui, ce film là, lui fait penser à un dilemme psychologique qui s'appelle le dilemme du tramway, qui justement c'est un dilemme qui questionne l'acte en fait. Qu'est-ce qu'un acte juste, qu'est-ce qu'un acte pas juste, pourquoi toi tu ferais ça, pourquoi pas. Cette notion psychologique est hyper intéressante. Je trouve qu'on n'a pas besoin de connaître le dilemme du tramway pour comprendre ce que le film essaye de raconter, hein, parce que sinon effectivement je trouve que si au bout d'un moment pour comprendre un film t'es obligé d'avoir des notions de psychologie, je trouve ça un peu dommage. Là je trouve que c'est pas le cas, tu peux le comprendre d'un premier degré et tu peux avoir de plus en plus de couches de lecture sur le film. Donc voilà, là je suis un peu parti dans tous les sens parce que j'essaye en même temps de vous raconter pourquoi le film m'a absolument scotché sur le moment mais aussi surtout après. En même temps j'essaye de pas trop spoil, c'est un film qui interroge, qui questionne et c'est surtout un film où quand on sort de la salle, nous demande d'échanger et de parler de cinéma. Et rien que ça déjà, c'est absolument incroyable. グランピング場の予定地、あそこは鹿の通り道なんだ。 都会の人が野生の動物と近くで触れ合えることってないし。銃声 Alors, il reste 3 films, et le prochain film, c'est Dune 2 de Denis Villeneuve. Enfin, il était temps, parce que quand Dune 1 est sorti, j'avais bien aimé le film. J'avais trouvé très cool, etc., mais je trouvais qu'il y avait des petits défauts par-ci par-là qui, moi, m'avaient un peu ennuyé, et je l'avais pas mis dans mon top. Il est quand même dans le haut du panier de l'année pour moi, mais il me manquait quelque chose. Après, il y a quelque chose de très personnel aussi, c'est que moi, j'ai un peu un problème avec Timothée Chalamet, et je trouve qu'il manque de charisme. Un peu plus tard, il a fait un film qui s'appelle Bones and All. Je me rappelle que j'ai fait une critique dessus, et que je pense avoir dit ce que je vais dire là, qu'au travers de Bones and All, je pouvais voir tout le travail d'acting qu'il faisait et d'acteur, et que au fur et à mesure, il s'améliorait. Là, je crois que je l'ai pas dit dans la vidéo, mais je me souviens que je disais beaucoup autour de moi que j'attendais énormément Dune 2, parce que si cette promesse-là d'un meilleur Timothée Chalamet, il arrivait à la tenir dans Dune 2 pouvait être une masterclass. Et c'est totalement le cas. Je trouve que Dune 2 est exactement ce qu'il faut espérer du blockbuster américain aujourd'hui. Je trouve que il n'a rien à envier à Jurassic Park. Je trouve que Denis Villeneuve a réussi enfin à nous donner ce qu'il voulait nous donner. Je trouve qu'il a raté avec Blade Runner 2049. Je trouve qu'il réussissait un peu plus avec Dune, qu'il arrivait justement à allier ses envies esthétiques et en même temps son talent de réalisateur, parce que Premier Contact est incroyable. Et je trouve que dans Dune 2, il a réussi à allier toutes ces envies-là pour te faire un film d'une envergure gigantesque tout en te faisant du cinéma. Et ça, c'est absolument génialissime. Alors, il n'y a pas que Timothée Chalamet, même si je trouve que justement, là, dans Dune 2, il fallait absolument qu'il gagne en charisme, parce que quand à la fin du film, là, il crie sur tout le monde. Si moi, je crois pas que t'arrives à faire fermer la gueule à, je sais pas, ils sont combien, là, 500 000 ou plus même, peut-être, bah ça va pas marcher. Il faut que j'arrive à croire en ton charisme, en ton personnage qui est en train de mener une révolte pour tout le monde, etc. Et dans Dune 2, j'y crois. En plus de ça, je trouve que les trucs qui marchaient un peu moins dans Dune 1, comme les batailles
bataille au corps à corps là, avec les boucliers qui s'allumaient, je trouve que ça marchait pas du tout. De souvenirs, il y en a peu, voire pas du tout dans le 2. Même en plus, il s'autorise des trucs où au bout d'un moment, il part en noir et blanc. Non, vraiment, Dune 2 est un grand film. Cette volonté de cinéma et de faire des bons films, en fait, elle peut rapporter de l'argent et qu'on n'est pas obligé de faire sans citer de nom. On n'est pas obligé, voilà, de répéter la même mayonnaise en boucle et en boucle, et que le grand cinéma américain de blockbuster peut encore exister, parce que ce n'est pas parce que on fait un film avec beaucoup d'argent que ça veut dire qu'on ne fait pas un film de cinéma. Et pour moi, Dune 2 est l'exemple même de ça. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis, Adam Lesi Azata. He who can destroy a thing has the real control of it. Alors, il reste 2 films maintenant, et le prochain film dont on va parler a été pendant un moment, j'hésitais beaucoup à le mettre top 1, c'est pour ça que j'en parle en dernier, mais finalement il s'est fait dépasser par un autre film. C'est L'Histoire de Suleiman, réalisé par Boris Lochkin. Alors j'espère que je dis bien son nom de famille, sinon désolé. C'est un film que je trouve juste purement incroyable de bout en bout. C'est peut-être le film le plus maîtrisé, en tout cas l'un des films les plus maîtrisés que j'ai vu cette année, avec Dune 2 aussi évidemment, et avec le prochain dont je vais parler. Il y a aussi ce truc là où c'est vrai que quand on fait un film comme L'Histoire de Suleiman, il y a quand même moins d'envergure que Dune 2 ou que le prochain film. C'est un film qui dure 1h33. Donc c'est vrai que pour le garder un peu plus compact et un peu plus maîtrisé, c'est entre guillemets un peu plus facile. D'un certain côté, c'est pas totalement vrai. C'est que pour faire un film maîtrisé, faut quand même y aller. Déjà en termes de mise en scène. Je trouve que la manière dont il a de filmer Paris, mais surtout de filmer ce livreur dans les rues de Paris, la pression qu'il arrive à te mettre à chaque instant. Alors déjà, c'est une pression qui est constante pendant tout le film. Il arrive à te faire une mise en scène. On est toujours sous tension dans ce film, tout le temps. Je trouve qu'il arrive à nous faire sentir la pression d'être en vélo dans Paris. La focale qu'il choisit, la manière dont il décide de se mettre derrière lui. On a toujours peur du hors-champ. Et en plus de ça, c'est magnifié par un montage et un mixage sonore absolument incroyable. C'est aussi un film que je trouve, du coup, super bien monté. Parce que, évidemment, la tension, elle est gardée grâce à la mise en scène. Mais elle est aussi gardée par le montage. Mais aussi d'écriture, je trouve que le film est tellement intelligent, surtout pour sa fin. Encore une fois, je vais pas spoil, je trouve que le film comprend du début à la fin ce qu'il essaye de te raconter, ce qu'il essaye de te montrer. Ce que par exemple, je reprochais un peu à Conclave, qui au bout d'un moment, à la fin, on a l'impression qu'il est obligé un peu de rajouter ça, même si c'est dans le livre, mais en tout cas là, je juge le film, mais on n'avait pas besoin en fait. On avait déjà compris tout le film et ce que tu as essayé de raconter. Là, Suleiman ne fait pas cette erreur-là. Il nous prend pas pour des cons, il a confiance en son film, et ça donne 1h30 de tension, d'intelligence, qui est évidemment porté par l'acteur qui joue Suleiman, qui a d'ailleurs eu un prix à Cannes, si je dis pas de bêtises, qui est absolument incroyable dans le film. Franchement, si vous l'avez loupé, je vous le conseille fortement. L'Histoire de Suleiman est un putain de film. T'as pas le droit de frapper chez moi. Tu as peur pour l'entretien? Comment ça, tu me dois rien? Je veux mon argent. T'as pas à avoir peur. Allez, dégage! Tu sais ce que tu as vécu. Et si on me prenne pour un menteur? Non, mais toi, t'es pas un menteur. Et enfin, mon film préféré de cette année, c'est Les Graines du Figuier Sauvage de Mohammad Rassoulov. Encore une fois, un film iranien, top 1 de mon top de l'année. C'était le cas il y a 2 ans avec Leila et ses frères, si je dis pas de bêtises, c'était il y a 2 ans. Alors c'est un film que je trouve incroyable par plein d'aspects. Alors déjà, il est beau, il est bien écrit, il est bien mis en scène, mais c'est un film qui est beaucoup concentré dans un appartement où en fait on vit au travers des yeux d'une famille les manifestations et les protestes dues à la mort d'une femme. L'écriture du film est absolument incroyable. Tous les personnages sont tellement bien écrits. Ils jouent tous tellement bien. Le film est aussi d'ailleurs hyper beau. Je trouve la lumière vraiment très jolie personnellement. Et surtout, il arrive à t'amener des moments de cinéma absolument incroyables. C'est vraiment un film qui a un mélange des genres qui est hyper bien amené, qui est hyper intelligent. C'est presque The Host le film. Et c'est un film qui arrive à tellement maîtriser son média que c'est pour ça aussi que là je l'ai mis en top 1. Même si d'ailleurs je trouve que à la fin ça m'a un peu laissé entre guillemets sur ma faim parce que je trouve qu'elle est un peu mal amenée et je trouve que c'est un tout petit peu dommage. C'est le petit point noir parce qu'en fait là je parle d'un truc qui dure 30 secondes, 1 minute, parce que au-delà de ça, vraiment le mec en fait maîtrise beaucoup trop son jutsu. C'est intelligent, fort, maîtrisé de bout en bout. On ne s'ennuie pas pendant 2h45 avec en plus un titre que je trouve génial. Si jamais vous n'avez pas vu Les Graines du Figuier Sauvage, franchement, mais jetez-vous dessus. C'est un film de
cinéma comme on en voit peu et qui vraiment, je pense, vous ne pouvez pas perdre votre temps en le regardant. Et voilà pour mon top de 2024, parce qu'encore une fois, surtout le plus important, c'est que qu'on regarde des films, tout simplement. Et je pense que les tops, etc., c'est des bons moyens de donner envie de voir des films à des gens. Et peut-être à vous qui êtes en train d'écouter. En attendant, écoutez, je vous souhaite une très bonne année 2025. À la prochaine, et puis en attendant, portez-vous bien. Bonne année, Banks!